Tout de suite, briefing. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver à nouveau dans ces cadres d'exercice de redevabilité pour faire le point ce soir d'un processus dont on parle plusieurs fois, on en a parlé plusieurs fois depuis plusieurs mois. Vous avez suivi qu'il y a quelques jours encore séjourné à Kinshasa M. Jean-Pierre Lacroix, qui était en Ituri, qui était dans le Nord Kivu, qui était à Kinshasa pour discuter avec les autorités sur le plan, la mise en œuvre du plan de transition de la MONUSCO et le rôle qui est attendu de la MONUSCO dans le cadre des différents processus régionaux, les processus de Luanda ou le processus de Nairobi. Et donc ce soir, à travers cet exercice, nous voulons refaire le point des discussions que les deux parties ont eues, notamment après la sortie des résolutions 2666 en fin d'année dernière, qui prévoyait le retrait de la MONUSCO, mais que le gouvernement a voulu axer sur 4 jalons principaux et sur lesquels nous travaillons, à savoir la réduction sensible des menaces liées aux groupes armés grâce à une approche globale, le renforcement de la capacité à répondre aux menaces de protection des civils et résoudre efficacement les conflits interethniques, la mise en œuvre du plan opérationnel du programme des désarmements, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, et 4, enfin, l'organisation d'élections crédibles, transparentes, inclusives, pacifiques, tenues dans les délais constitutionnels. Ici, il faut remettre la question dans son contexte où il y a cette volonté exprimée par le président de la République. Nous étions en septembre 2021 à New York, que la MONUSCO, il y avait un horizon donné après les élections attendues donc, dans le mois qui viennent. Mais entre-temps, il y a des tâches qui sont exécutées de part et d'autre parce que les services, que ce soit de l'armée ou nous, le gouvernement, nous travaillons étroitement avec la mission onusienne. Madame la représentante, je vous remercie de vous prêter à cet exercice de redevabilité. Je sais que dans quelques jours, vous serez à New York pour faire la même chose devant le Conseil de sécurité, mais ce n'est pas la première fois que vous nous faites l'honneur de répondre aux questions des médias. Je rappelle que nous sommes à la fois en direct sur la télévision nationale, mais aussi sur Radio Okapi. C'est aussi cela, le travail conjoint qui s'est fait entre les deux parties. C'était, je pense, le 30 décembre 2021 où nous avons parlé justement du travail que vous faites en République démocratique du Congo. Je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue pour cet exercice de redevabilité en direct. Ce n'est pas toujours évident, mais heureusement que vous en avez l'expérience au regard de votre longue carrière au sein du système des Nations Unies. Et donc ce soir, nous voulons conjointement faire le point de l'évolution de ces sujets. Je voudrais donc vous passer la parole pour vos mots introductifs pour nous permettre de donner de la matière à des professionnels de médias avant que nous n'allions dans les détails pour des questions spécifiques. Vous avez donc la parole, Madame la représentante. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, merci pour l'occasion qui m'est donnée une fois de plus de me prêter à cet exercice de redevabilité et particulièrement dans un moment, je vais dire, sensible, puisque lorsque nous nous sommes retrouvés en décembre 2021 dans cet exercice, nous étions dans un tout autre contexte que le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et pour ça, dans les éléments qui sont importants de communiquer à tout le monde, c'est le fait qu'on parle de transition de la MONUSCO, mais en réalité, on devrait parler d'un plan de transition conjoint, et j'insiste sur le conjoint, entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les Nations Unies, y compris la MONUSCO. Je pense que ces 3 éléments, c'est important de bien les comprendre. Et il y a aussi le fait qu'on parle souvent de transition
de la MONUSCO comme le départ de la MONUSCO. Et donc je crois que c'est important aussi de montrer que depuis la demande du chef de l'État le 1er août 2022, qui a été repris par le gouvernement le 15 novembre 2022 à Kinshasa, ensuite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères à New York le 7 décembre 2022, ensuite dans une réunion ici même à Kinshasa de nouveau, le 6 janvier 2023, sous la présidence du chef de l'État et plusieurs ministres, nous sommes dans un dialogue avec les autorités congolaises et un dialogue que je considère tout à fait positif dans le sens où nous voyons ensemble ce qu'il est nécessaire de faire pour répondre à la demande qui est celle d'une transition accélérée de la MONUSCO. Et c'est là où il y a toujours cette nuance qu'il faut amener. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que ce qui est important, vous avez rappelé les jalons importants pour ce dialogue qui est enclenché depuis l'année dernière avec les autorités congolaises et qui fait aussi l'objet d'attention par la société civile et fait aussi l'objet d'attention par tous les partenaires bi- et multilatéraux qui accompagnent la République démocratique du Congo. Et donc, je ne vais pas les répéter parce que le ministre a fait l'exégèse de vous présenter ces jalons. Alors la question que l'on me pose souvent, c'est oui, mais il y avait 18 jalons dans le plan de transition conjoint. Comment se fait-il qu'on se focalise sur 4 jalons? Et là, j'explique qu'en fait, pour l'exercice de 2021, entre juillet 2021 et septembre 2021, exactement le 17 septembre 2021, quand on a signé le Premier ministre et moi-même le plan de transition conjoint, c'était qu'il est absolument fondamental de faire une distinction entre les conditions minimum qu'il faut réaliser pour une sortie de la partie des Nations Unies qui s'appelle le MONUSCO et tous les autres, et ça c'était les jalons 1 à 5, et puis il y avait tous les autres jalons du 6 à 18 qui, sont des jalons qui appellent à un partenariat renforcé avec les agences, fonds et programmes du système des Nations Unies et avec l'ensemble des partenaires bi- et multilatéraux qui accompagnent la RDC. Donc, tout à fait de façon pratique, le gouvernement a dit, bon, puisque la population a demandé le départ de la MONUSCO, on va se focaliser sur les conditions minimum. Et donc, ces conditions minimum vous ont été communiquées par le ministre. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est important de faire la distinction. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les autres jalons, on les jette? Non, pas du tout. Le gouvernement nous a dit, ces autres jalons, on va les garder parce qu'elles sont importantes pour tous les aspects fondamentaux d'accompagnement de l'État congolais, de la présence de l'État congolais sur l'ensemble du territoire national et à la fois pour tout ce qu'on appelle les services sociaux de base, travail que font les agences, fonds et programmes, mais il y a aussi tout l'accompagnement à la fois sur les aspects de provision d'assistance humanitaire, d'assistance pour améliorer les aspects du développement au niveau provincial et local. Et il y a bien évidemment tous les aspects qui ressortissent de ce qu'on appelle le monitoring autour des droits de l'homme, mais aussi de ce qu'on appelle femmes, paix et sécurité, jeunes, paix et sécurité, etc., avec une communication transversale sur les systèmes, on va dire, de fond, qui doivent être touchés par tout le monde, l'ensemble des partenaires, mais surtout d'abord par le programme d'action du gouvernement et qui concerne l'amélioration de la gestion des ressources naturelles dont le pays regorge et aussi la création d'emplois pour les jeunes parce que
Un des aspects sur lesquels on travaille en tant que la mission MONUSCO, c'est la question des groupes armés. Et une partie des causes profondes du fait que les jeunes sont recrutés et prennent les armes, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Donc c'est la création d'alternatives dans un environnement qui permet de prendre les uns et les autres. Donc voilà, ça c'est la partie transition. Donc quand M. Jean-Pierre Lacroix est venu, il a fait deux choses que je trouvais fondamentales. Il est allé en Ituri, et en Ituri, il est allé visiter Drodro, un site de déplacés internes. Pourquoi l'Ituri? C'est qu'en ce moment, et ça fait déjà depuis plusieurs mois, qu'en tant que Nations Unies et aussi MONUSCO, nous attirons l'attention sur le fait que quelque part, nous déshabillons Pierre pour habiller Paul, ou l'inverse, lorsque toutes les ressources sont focalisées sur la dynamique qui existe maintenant dans le Nord Kivu. Et alors, on nous a contesté durant la visite de M. Jean-Pierre, du secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix, le fait que nous utilisions, nous, à l'interne, le terme Petit Nord. Dit, c'est quoi le Petit Nord? Alors, je vais juste dire les territoires de Nyiragongo, Rutshuru, Masisi, c'est ça ce que nous, dans notre terminologie ou notre jargon interne, nous appelons Petit Nord. Et puis, alors, si c'est pas Nord. Et bien évidemment le Grand Nord avec Beni, Butembo, Lubero, etc. Mais sur la focalisation sur Petit Nord entre guillemets, c'est la situation de tension autour du groupe armé particulier M23 et des tensions entre le Rwanda et la RDC. Donc, il est allé là parce qu'il y a un point sur lequel nous avons discuté aussi avec les autorités, c'est que dans le contexte de la présence de l'État partout sur le territoire, sur tous les territoires en fait à l'est de la RDC, les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, ce n'est pas tous les territoires où on a les mêmes besoins. Mais il y a des territoires sur lesquels les conflits interethniques et les exactions commises par les groupes armés comme Codeco, Zaïre, mesures d'attaque et représailles font qu'on a un déplacement énorme des populations qui se retrouvent dans ce qu'on appelle des sites. Et j'insiste sur le mot site parce que beaucoup de gens nous parlent de camps de déplacés. En fait, un camp, c'est quelque chose qui est organisé. Et pour arriver à l'organisation d'un camp, ça prend du temps, ça prend des ressources et ça prend l'accès à du terrain qui doit être donné ou loué ou acheté par les autorités pour que les humanitaires puissent faire leur travail. Et c'est un des soucis que nous voyons à l'est et notamment au Nord Kivu, autour de Goma, avec les sites de déplacés. Donc Drodro, beaucoup de personnes déplacées, on est à plus de 1 500 000, et il voulait montrer qu'il faut absolument plaidoyer pour l'augmentation de la présence de l'armée congolaise et de la police nationale congolaise, afin que nous, en tant que MONUSCO, nous puissions, et il a fait une image que j'aime beaucoup, c'est qu'il a dit, bon, nous, on est dans une logique descendante, mais pour autant, il faut qu'on ait une logique ascendante de l'autorité de l'État, de la présence des forces de sécurité armées et police nationale. Et bien sûr, il faut d'autres services connexes qui sont associés à l'autorité de l'État. C'est la justice, c'est l'administration, c'est d'autres services qui sont nécessaires. Mais il voulait attirer l'attention sur ça, et je pense à juste titre. Ensuite, il a engagé les autorités au plus haut niveau. Nous avons rencontré le chef de l'État, le Premier ministre et le gouvernement. Et toutes les discussions, comme j'ai dit, moi j'ai considéré qu'elles étaient positives parce qu'on est tous d'accord pour dire, pour qu'il y ait un retrait responsable de la MONUSCO en tant qu'entité mandatée par le Conseil de sécurité avec la résolution 2666 du 20 décembre 2022, il faut que concomitamment, il y ait cette montée en puissance de la présence donc, des forces de sécurité nationales. Et une ligne, on va dire, je ne sais pas comment les médias vont le reprendre, mais en fait une ligne importante pour nous, c'est le fait que partout où les centaines de milliers de personnes déplacées internes
qui sont directement sous la responsabilité des casques bleus, là, il faut absolument qu'il y ait une discussion pour s'assurer qu'on ne crée pas de vide avec un départ et la forme du départ. Et là, je dois remercier le chef de l'État parce que déjà, dans son discours à l'Assemblée générale en septembre 2021, qu'il a réitéré devant le secrétaire général et d'autres personnes officielles du système des Nations Unies, c'est qu'il a dit, certes, nous sommes déjà dans une logique de départ qui a été engrangée depuis longtemps, mais en même temps, il faut une accélération, et j'insiste sur le terme accélération, puisqu'une partie de la population a effectivement demandé ce départ, et qu'on le fasse d'une façon qui soit digne, d'une façon pacifiée, et d'une façon où tout le monde est dans la compréhension qu'on ne démantèle pas une mission en quelques heures. Et ça, je crois que c'est un message important à faire passer à tout le monde. On ne peut pas démanteler cette structure on va dire, en 2 temps, 3 mouvements. C'est pas en 2 temps, 3 mouvements. Et donc, finalement, le secrétaire général adjoint, M. Jean-Pierre Lacroix, était aussi ici parce que le Conseil de sécurité, lorsqu'il a entendu le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le 9 décembre 2022, lors de la présentation du renouvellement du mandat de la MONUSCO, a dit très clairement, voilà ce que nous on attend par rapport à la reconfiguration de la force de la MONUSCO. Donc il y a beaucoup d'attentes dans cette relation entre la force de la MONUSCO, y compris la brigade d'intervention et les FARDC, donc l'armée congolaise, pour s'assurer qu'on est vraiment dans un tempo d'opérations offensives conjointes, autant que faire se peut, et sinon dans des opérations unilatérales parce que le mandat donne aussi la possibilité à la force onusienne d'avoir des opérations unilatérales. Et donc je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails de combien d'opérations unilatérales nous faisons en Ituri, dans le Grand Nord, Beni, Butembo, Lubero, sur la route, je crois c'est RN4. Alors je ne suis pas très bonne en géographie, hein. Eringeti, c'est... c'est ça, hein, c'est la RN4, bon, et aussi la RN2, donc dans les dispositifs donc, géographiques. Et peut-être, donc juste pour terminer sur l'objet de la visite, c'est que le Conseil nous a dit, on vous a entendu RDC, gouvernement congolais, et ils ont mis dans notre mandat 2666 2 paragraphes particuliers. Le premier, c'est le paragraphe opératif 38 qui dit il y a un exercice de réévaluation du plan conjoint de transition. Allez-y, complétez-le avec le gouvernement et faites en sorte que ça ne soit pas qu'avec le gouvernement, mais aussi avec la société civile et tous les partenaires, parce que tout le monde est concerné par cela. C'est un premier aspect. Deuxième aspect, le paragraphe 44 de la résolution donc de notre mandat 2666 qui dit le secrétaire général des Nations Unies est demandé de fournir au Conseil de sécurité fin juillet 2023 un rapport spécial qui va proposer des options de reconfiguration de la mission MONUSCO. Et là, c'est un exercice sur lequel nous avons écouté différentes parties prenantes du gouvernement, mais aussi société civile et d'autres. Et donc fin juillet, il y aura le dépôt de ce rapport. Et il y avait un exercice attaché à cela, additionnel, qui était de dire quelle sera la configuration de la présence Nations Unies, donc au sens large, en République démocratique du Congo, passé la vie de la MONUSCO.
Donc c'est deux exercices qui peuvent sembler séparés, mais en fait ils sont tous interreliés par rapport à ce que sera le programme d'action du gouvernement qui, si j'ai bien compris, quand le gouvernement a été mis en place en avril 2021, un programme d'action qui va jusqu'à fin 2023. Bien sûr. Et on a aussi ce que j'appelle le tempo de examiner ensemble quel sera le prochain programme d'action du gouvernement passé décembre 2023, donc après les élections, pour arriver à avoir une symbiose entre les priorités qui seront identifiées par le gouvernement congolais et ce que feront les partenaires bi- et multilatéraux, y compris les Nations Unies, pour accompagner la République démocratique du Congo. Donc voilà, ça c'est le cadre que je peux donner en ce qui concerne transition, réévaluation du plan de transition conjoint, départ de la MONUSCO après les élections, parce que c'est l'horizon qui nous a été donné, et discussion sur comment faire en sorte d'avoir une structure appropriée pour répondre aux besoins de la RDC post-MONUSCO. Voilà, très bien. Mais alors j'aurais voulu, avant que nous prenions les questions de journalistes, avoir un résumé sur le rôle qui est le vôtre dans les différents processus de paix, notamment celui de Luanda ou de Nairobi. Comme ça, nous aurons mis toutes les matières à table pour avoir des questions qui nous permettront d'apporter plus d'éclairage. Alors, je sais que certains le savent, mais peut-être pas tous. Un vendredi soir, à 21h, j'ai reçu un appel téléphonique pour dire Madame Keïta, la MONUSCO doit doit aller chercher des représentants des groupes armés dans différentes provinces à l'est de la RDC, les amener à Goma parce que le lendemain à 10h, ils doivent être à Nairobi pour participer au processus de Nairobi. Vous pouvez imaginer la réaction de mes collaborateurs quand je les ai appelés la nuit pour leur dire voilà, nous avons à répondre à un appel du gouvernement et cet appel, c'est celui-là. Donc, juste, vous allez savoir que nous avons répondu présent dès le démarrage de cet appel du gouvernement. Donc, pour le Nairobi 1, nous avons continué à accompagner avec le Nairobi 2. Quand Nairobi 2 était pour faciliter les tournées à l'Est dans toutes les provinces, rencontrer les communautés et les groupes armés, les représentants des groupes armés. Et ensuite, nous avons accompagné avec Nairobi 3. Et là, Nairobi 3 se passait à Nairobi. Et nous sommes engagés aux côtés du facilitateur et du secrétariat conjoint du processus de Nairobi entre la République démocratique du Congo et le Kenya, puisque le président honoraire Uhuru Kenyatta est le facilitateur du processus de Nairobi. Et voilà, et donc dans ce contexte, nous, c'est pas simplement, et là j'insiste parce que beaucoup de gens nous voient comme juste des gens qui fournissent des services de transport, logistique, etc. C'est plus que cela. C'est l'accompagnement avec de l'expertise technique en matière de désarmement, démobilisation, réintégration, c'est de l'expertise en matière de protection des enfants, c'est de l'expertise en matière d'intégration des femmes dans le processus de Nairobi, et c'est aussi ce que j'appelle les leçons tirées des exercices précédents de comment engager non pas seulement les groupes armés et leurs représentants, mais engager les communautés parce que ce pays a fait un exercice très fort endossé par le chef de l'État en juillet 2021, qui est le PDDRCS. Donc, on a un cadre pour le pays et nous sommes engagés à soutenir ce processus depuis le début. Et donc, on n'a pas arrêté sur ça. Maintenant, Luanda. Luanda, c'est le processus facilité par le président João Lourenço sous l'égide à la demande de ses pairs, donc de l'Union africaine,
et qui très clairement a un objectif majeur, celui qui est de continuer de faire en sorte que les deux pays, et la RDC et le Rwanda, se parlent pour arriver à mettre en œuvre la feuille de route de Luanda, où le président João Lourenço est arrivé, je pense que la première réunion, c'était le 6 juillet 2022, qui a créé la feuille de route de Luanda. Et ensuite, on a eu le communiqué du 23 novembre 2022 qui adresse la question spécifique au cœur de tensions entre la RDC et le Rwanda, c'est comment traiter le M23. Et donc, dans ce communiqué, quand vous le lisez, vous voyez que la MONUSCO a été demandée sur quasiment toutes les lignes à appuyer et à accompagner les efforts de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, d'accompagner le mécanisme ad hoc de vérification piloté par le général Nassonnet donc, de l'Angola, d'accompagner aussi le mécanisme élargi, le mécanisme conjoint de vérification élargie, IJVM en anglais, pour parler plus vite. Des fois, le français ne vient pas à cause des terminologies en anglais. Donc voilà, et de s'assurer qu'il y a une bonne collaboration, coopération pour que les injonctions de tous les mini-sommets qui ont eu lieu à propos de la situation dans le Petit Nord, Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, on puisse arriver à une solution où les plus que 900 000 déplacés internes puissent retourner chez eux. Parce que les situations que nous voyons à côté de Goma, etc. C'est vraiment une situation absolument terrible et il faut s'assurer que le plus rapidement possible, on arrive à mettre en œuvre effectivement ce communiqué du 23 novembre de Luanda et les décisions subséquentes du 31 mai, le sommet de Bujumbura, mais aussi la réunion, le sommet qui a eu lieu le 3 juin, le samedi 3 juin à Luanda, le sommet donc, de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Voilà, merci beaucoup Madame la représentante pour ces informations détaillées. Je rappelle le contexte qui a conduit le président de la République à faire ce choix de demander l'accélération du départ. C'est parce que justement il y a des populations congolaises qui l'avaient réclamé. Et comme nous sommes un gouvernement à l'écoute, nous ne devions que nous mettre dans cette optique, mais cela doit se faire de manière organisée, structurée et civilisée. C'est ce sur quoi nous travaillons et nous espérons que dans l'horizon qui a été donné, nous pourrons terminer la première phase, la phase du retrait, et travailler en même temps sur la structure qui reprendra quelques tâches qui sont faites par la mission actuelle. On va commencer notre série de questions. Je souhaiterais que nous soyons brefs, clairs et précis. On va commencer par Pichu Mulumba. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai juste deux préoccupations. La première, c'est qu'au regard de ce plan, aujourd'hui, pourrez-vous, je parle du gouvernement, pourriez-vous, les gouvernements et la MONUSCO, tabler sur le temps qu'il faudra encore afin que cette transition soit effective? La deuxième préoccupation, elle est d'actualité, Monsieur le ministre. L'opposant Martin Fayulu et son parti boycottent le processus électoral tout en exigeant l'audit transparent du fichier électoral par un cabinet compétent en la matière. Cette annonce intervient pourtant alors que la CENI court déjà derrière la montre avec la convocation prévue déjà pour ce 25 juin de l'électorat pour la réception des candidatures à la députation nationale. Quelle est la réaction du gouvernement à qui incombe également le pari de l'inclusivité pour les élections? Alors, merci pour vos questions. Je crois que sur la première, par rapport au temps, il y a un horizon que le président de la République avait donné. Et vous avez entendu tout à l'heure, lorsque nous parlions de la résolution 2666, qui a pris en compte cela. On était sur 18 jalons. On est revenu sur 4 jalons qui sont les jalons le plus j'allais dire prioritaires, parce que tout est prioritaire dans ce qui devait être fait, et sur lequel nous travaillons assidûment.
Et donc, on va rester dans ces termes-là parce qu'il faut, avec la MONUSCO, il faut éviter des fixations. On va dire en novembre 2023, on termine. Si c'est les cas, tant mieux. Mais s'il y a des impondérables liés au contexte ou aux différentes tâches qui sont convenues, donc le moment venu, les deux parties qui sont en dialogue permanent travailleront pour que cela se fasse ici. L'essentiel, c'est d'arriver à remplir les objectifs qui ont été définis et nous pensons que nous sommes plutôt dans la bonne direction. Alors, sur votre deuxième question, bon, je me réserverai, vous savez, lorsque je parle des individus, je vire sur le côté un peu politique et ça crée parfois d'inutiles polémiques. Mais ici, vous avez vous-même dans votre question donné la réponse. L'essentiel pour nous, c'est que dans 6 jours, aujourd'hui c'est les 18 ou les 19 ? Les 19, dans 6 jours, on va convoquer l'électorat, on pourra déposer des candidatures. Je pense qu'aujourd'hui, si vous faites un sondage, les Congolais veulent aller voter. Après, on ne va pas revenir sur, malheureusement, sur les processus électoraux. Nous revivons ce qu'on a vécu avec les différents processus. Souvenez-vous de 2006, de 2011, 2018, on ne voulait pas de la machine à voter. Bon, finalement, c'est la machine à voter qu'on a adorée après. On ne voulait pas du fichier, finalement, on a participé à ces élections-là. C'est un peu la répétition de l'histoire. Nous ne voulons pas aller dans ces genres de considérations. Nous considérons que nous, notre travail comme gouvernement, c'est de nous assurer que nous assurons la sécurité et les financements du processus et que pour le reste, il appartient à la CENI, justement, de voir comment elle gère les parties prenantes sur les questions qui les concernent. Ici, il faut noter que cela a été annoncé il y a quelques jours. On va en relais à Kwamouth. Ça veut dire qu'il y a eu une évolution positive de la situation sécuritaire parce que vous parlez d'inclusivité des élections. L'inclusivité, c'est aussi celle-là, permettre notamment aux compatriotes qui sont dans d'autres territoires, Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas été enrôlés sur les listes électorales, nous assurer qu'ils puissent participer à ces processus. Les calculs politiciens auront un autre moment. Parce que s'il faut aller dans les fonds de ce qui est demandé, nous sortons des délais électoraux. C'est les dialogues qu'on veut, on passe par des voies détournées, mais appelez les chats par son nom. Parce que s'il faut refaire le fichier, comment on refait l'enrôlement, qu'est-ce que nous faisons? Et on aura dépassé les délais. Je pense que le temps, pour l'essentiel, pour les Congolais, ce qu'ils doivent savoir, c'est que le processus électoral va rentrer dans un tournant déterminant à partir du 25 juin et que les différents candidats devraient plutôt se préparer à ces rendez-vous et surtout apporter du contenu parce que les Congolais ont soif d'entendre des projets des uns et des autres. Alors, je ne sais pas sur la première question, Madame, elle ne vous est pas destinée, mais est-ce que vous avez un petit commentaire à propos? Alors peut-être juste, parce que vous avez dit novembre, etc., il y a un contexte légal. Le mandat de la MONUSCO, elle est donnée le 20 décembre de chaque année. Et il se trouve que cette année va coïncider, le 20 décembre, le renouvellement du mandat, le 20 décembre, c'est aussi la journée pour les élections présidentielles et législatives, hein, si j'ai bien saisi. Mais en réalité, le mandat court du 1er janvier d'une année au 31 décembre d'une année. Parce que j'ai déjà commencé à entendre, bon, est-ce que le 20 décembre tout s'arrête, etc. Je dis, bon, allez-y melon, le mandat, il court jusqu'au 31 décembre et le chef de l'État a été très clair, c'est on entame déjà les discussions et on vous l'a dit, c'est déjà entamé pour que l'année 2024 soit l'année de transition. C'est comme ça que moi je l'ai compris, à moins que vous ayez compris différemment. Bon, écoutez, de toute évidence, il est clair que la MONUSCO doit finir par partir un jour, mais elle doit partir de manière civilisée. Exactement. Et c'est sur quoi nous travaillons. Alors, on va prendre la question de Pascal Moulegua. Merci. Ma première question, ministre. Monsieur le ministre, et si malgré la présence des 12 000 casques bleus de la MONUSCO, des civils sont massacrés au nord Kivu, tout comme à Ituri, des sites de déplacés attaqués, comme ce fut le cas du site de Lala, à Djougou, n'y a-t-il pas à craindre, par exemple, que le pire arrive si les casques bleus quittaient le pays précipitamment
et revenir par exemple dans la situation des années 2000, parce que les forces de sécurité, comme Mme Bintou Keïta l'a dit, sont pour le moment concentrées sur le nord, disons sur les M23. Madame Keïta, j'ai bien suivi M. Lacroix. Il assure que la population qu'il a visitée dans l'Est lui a plutôt dit « restez ». Il n'est pas temps pour la MONUSCO de quitter le territoire. Avez-vous l'impression d'être poussé à la sortie rapidement, précipitamment? Avez-vous l'impression qu'il faut encore que la MONUSCO reste au vu de la situation? Et si vous pourriez aussi répondre aux questions de mon confrère, Martin Fayulu, qui annonce se retirer du processus électoral, y a-t-il des inquiétudes côté Nations Unies? Alors, Pascal Mulega, votre première question, il faut qu'on arrive à bien nous regarder dans les yeux et à donner des réponses qu'il faut. Madame le disait tout à l'heure, en paraphrasant Jean-Pierre Lacroix, qui disait « la MONUSCO va se retirer, mais on va augmenter la présence de nos forces de défense et sécurité ». Je ne voudrais pas revenir sur ce que nous disons ici depuis plusieurs mois. Vous savez qu'il y a des programmes de formation en cours à la fois pour la police et pour l'armée. Vous savez que nous travaillons sur la montée en puissance avec notamment la loi des programmations. C'est parce que nous voulons récupérer les missions régaliennes qui sont les nôtres. Et le président de la République était très déterminé à propos. Mais dites-moi, comment vous réagissez lorsque vous êtes un gouvernement? Lorsque la population qui est censée être protégée par la MONUSCO s'élève contre elle. Et lorsque les agents de la MONUSCO, les véhicules de la MONUSCO sont pris pour cible. N'oubliez pas que la MONUSCO est chez nous, parce qu'il y a un accord. N'oubliez pas qu'il est de notre responsabilité comme gouvernement de sécuriser la MONUSCO, même si elle vient nous aider sur des questions sécuritaires. Alors, dans un contexte comme celui-là, devons-nous rester inaudibles? Encore que je ne voudrais pas aller dans la question sur l'efficacité de la force. Il y a des choses à dire, il y a des choses positives. On a eu des avancées parce qu'initialement, la MONUSCO était sur plusieurs provinces. Aujourd'hui, nous sommes sur 3. Évidemment, tant que le travail principal pour lequel la mission est ici n'est pas fait, à savoir la sécurité et la protection des civils, il y aura toujours à redire. Mais le contexte qui fait que les compatriotes se sont exprimés et on commence à prendre pour cible le personnel de la MONUSCO ne pas être ignoré. Ensuite, il faut qu'on se le dise, ça fait 20 ans, c'est fatigant, mais il faut bien que nous-mêmes, nous puissions assumer le rôle régalien qui est le nôtre et nous y travaillons. Et donc aujourd'hui, le cadre du travail que nous faisons justement avec la MONUSCO, nous finirons avec le retrait, mais il y aura une phase qui suivra parce qu'il y a encore des besoins pour lesquels on aura besoin des Nations Unies et nous considérons que c'est des objectifs qui sont à notre portée, nous les atteindrons. Voilà. Madame la représentante. Très bien, je pense que c'est toujours mieux quand c'est le gouvernement lui-même qui s'exprime sur les questions de ce type, parce que c'est bien ancré dans les fonctions régaliennes de l'État. Et je crois que là, la réponse a été donnée. Maintenant, est-ce que c'est le moment, c'est pas le moment, etc. Je pense qu'il y a plusieurs perspectives qui se sont exprimées. Et toutes ces perspectives coexistent dans le même espace-temps, aussi bien à l'Est qu'ici à Kinshasa. Et je crois que le plus important pour nous, c'est ce que M. Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint, a dit, c'est que nous, on doit travailler à notre propre disparition. Parce que notre disparition, ça veut dire que c'est bon, on peut y aller. Et comme l'a dit aussi le ministre, nous étions dans 13 provinces auparavant. Maintenant, nous ne sommes plus que dans 3. Et ça, c'est, je pense que lors de la conférence de presse ou la réunion générale avec le personnel des Nations Unies, je n'arrivais pas trop à traduire le concept de quand on est dans un marathon, c'est le dernier voilà, qui est le plus difficile. Et donc, c'est un peu dans cette logique que nous sommes. Mais bien évidemment, on est dans un dialogue qui est responsable et je pense qu'il faut insister sur ça parce que c'est ça qui va déterminer le fait que le gouvernement prend sa place et toute sa place
et n'a plus besoin de l'accompagnement de la MONUSCO pour les zones où elle sera montée en puissance avec la présence de l'armée congolaise et de la police congolaise. Voilà. Alors sur le deuxième point, vous savez, nous, notre rôle dans le processus électoral, je vais le circonscrire. On a un rôle de bons offices qui est de parler avec toutes les parties prenantes, d'écouter tout le monde, mais pour faire quoi? Pour aller dans ce que j'appelle le respect des principes autour de tout processus électoral dans lequel les Nations Unies sont engagées dans le rôle de bons offices. C'est de regarder, est-ce que, c'est des élections qui sont inclusifs, et quand je dis inclusif, ce sont les paramètres de l'inclusivité que nous regardons, et quels que soient les éléments où nous pensons qu'il n'y aura pas ou il n'y a pas d'inclusivité, c'est d'attirer l'attention sur ces paramètres-là. Ça peut être les femmes, ça peut être les jeunes, ça peut être les personnes en situation de handicap, ça peut être les aspects de territoire. On a fait par exemple tout un plaidoyer auprès de la CENI pour qu'il y ait une inclusion des personnes déplacées internes, parce que ça fait partie du caractère inclusif d'un processus électoral. Absolument. Et je suis heureuse de savoir que la CENI prévoit que les électeurs et électrices de Masisi et de Rutshuru, dans la période entre juillet et septembre, vont effectivement être enrôlés. Et Kwamut, ça a déjà été dit. Donc ça, c'est le caractère inclusif. Et puis, il y a le caractère paisible, d'un processus apaisé, parce que, bien évidemment, personne ne devrait avoir un intérêt à ce que des gens perdent leur vie à cause d'un processus électoral. On peut avoir des débats chauds, parce que tout le monde le sait, hein, un processus électoral, c'est chaud, mais ça doit être chaud de débat, d'invectives, etc., mais pas d'utilisation de la violence, que ce soit la violence physique, que ce soit la violence avec des armes, ou que ce soit même la violence sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose dont nous avons parlé, la violence sur les réseaux sociaux, et aussi la violence quand elle est exercée par rapport à une ethnie, une tribu, ou même les femmes. Moi, j'entends en ce moment qu'il y a des préoccupations que les femmes dans le domaine politique ont, c'est qu'il y a des attaques qu'elles voudraient bien voir dénoncées par leur propre parti, par ceux qui ont l'autorité morale de devoir dire non stop. Violence sous quelque forme, ça n'est absolument pas acceptable. Et d'où qu'elles viennent. Donc ça, c'est le côté apaisé. Puis il y a le côté crédible et transparence. Et sur ça, là aussi, il y a des paramètres. Le pays lui-même a sa réforme de la loi électorale et on a reconnu qu'il y a des avancées dans cette réforme de la loi électorale, notamment par rapport à la participation des femmes. Mais il y a encore des demandes qui ne sont pas nécessairement entendues encore et on pense que c'est là où il faut pousser. La CENI, dans sa communication et dans son ouverture, à faire en sorte que quand il y a des communications, quand il y a des rencontres, que les uns et les autres qui viennent se sentent écoutés et que leurs idées, leurs propositions soient considérées. Quand on parle de crédibilité, ça c'est l'autre aspect, c'est comment on fait quand on est tenu par la loi et même quand on n'est pas tenu par la loi, pour rassurer tout le monde lorsqu'on est dans un climat de méfiance. Et finalement, la question que vous posez, je ne vais pas y répondre directement parce que je vais sur les questions de principe. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est de voir, de faire le suivi. Est-ce que ce qu'on dit, on le suit et on le suit tous les jours dans le comportement, à la fois dans ce qu'on dit et dans ce qui concerne les interactions entre les uns et les autres. Et finalement, c'est à la fin, c'est quand, et là je dois féliciter la CENI, c'est qu'il y a quelques mois, personne ne donnait, je vais utiliser un terme pas du tout trivial, un copec
au fait que le calendrier électoral qui a été publié serait tenu. Et pour l'instant, ce calendrier, il est tenu. Donc la question après, c'est comment faire en sorte que la confiance, il est tenu, que la confiance soit là dans différents aspects pour améliorer la transparence. Mais je veux faire un petit complément sur le sujet parce que lorsque, par exemple, on parle de l'audit, est-ce que vous savez que dans la loi, vérifiez, la loi ne prévoit pas d'audit. C'est pour ça que j'ai dit légal. Voilà, c'est des bonnes pratiques. Et la CENI a discuté avec la francophonie pendant près de 2 mois et puis finalement, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas arriver. La CENI a recouru à une expertise nationale et internationale et après, on a dit qu'il y avait ceci ou cela. Mais regardez que nous avions des impératifs, des délais sur lesquels nous tenons et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus aucun obstacle. La CENI prévoyait par exemple que pour ce qui revenait comme responsabilité au Parlement, l'adoption de la loi sur la répartition des sièges, cela a été fait. Le président de la République l'a promulgué et aujourd'hui, nous sommes entrés vraiment dans la phase la plus déterminante. Mais alors, je l'ai dit récemment, l'opposition est dans une mission de discrédit du processus électoral. Parce qu'à tout prix, on ne se mettra jamais d'accord et je n'attends pas, peut-être pas des commentaires de Mme Bintou dans son rôle d'arbitre là-dedans, mais lorsque nous devons remonter nos processus électoraux depuis 2006, souvenez-vous qu'en 2006, le président Étienne Tshisekedi de l'UDPS n'avait pas participé aux élections. En 2011, ils ont participé, mais ils n'ont pas siégé. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on sache l'essentiel, c'est qu'il faut qu'on ouvre un espace pour un débat démocratique. Et dans les débats démocratiques, il n'y a pas de place pour la violence. Et il ne faut pas éviter les débats en allant dans des schémas pour dire, bon, il n'y a pas de fichier ceci, alors que nous savons qu'à la fin, vous serez là. Il ne faut pas non plus montrer des relents un peu dictatoriaux, de manière autoritaire, dire que, bon, vos candidats n'y participeront pas. Et j'ai cru voir un tweet, d'ailleurs, tout à l'heure, qui disait le contraire d'un membre de l'opposition aussi. Et donc, pour nous, nous sommes prêts à débattre du fond des problèmes des Congolais. Nous pensons que notre projet est le meilleur. On va prendre la question de Paul Lorgéry. Ça marche ? Oui. Madame la représentante spéciale, Monsieur le ministre, merci de me laisser la parole. 2 questions, surtout d'ordre sécuritaire. Une première à l'Est, pour vous deux, la seconde à l'Ouest. Nous avons aujourd'hui, à la frontière entre l'Ituri et le Nord Kivu, ce groupe qui s'appelle les ADF. Nous avons aussi la FIB, nous avons les UDPF et nous avons bien sûr l'armée congolaise. Pour autant, les ADF semblent gagner du territoire, gagner en territoire. Il y a certaines informations qui commencent à apparaître, comme quoi les ADF auraient des soutiens extérieurs, notamment de la part de l'État islamique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez nous en dire plus et peut-être confirmer ce lien entre l'État islamique, Somalie, Mozambique et les ADF? Seconde question, Monsieur le Ministre, il y a une question aujourd'hui qui inquiète de plus en plus la capitale, c'est cette question des Mobondo. Donc, très simplement, qui sont-ils? Est-ce que vous avez eu des renseignements sur d'où viennent ces personnes-là, d'où vient cette milice, ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent? Voilà, tout simplement. Merci. Merci. Madame la représentante, pour commencer. Alors, ADF. Je crois, pour ceux qui suivent les briefings dans les sessions ouvertes du Conseil de sécurité, tous les trimestres, mes collaborateurs et moi-même n'avons pas cessé de dire « Attention, ADF est absolument une grande menace pour la RDC. Et au-delà de la RDC, c'est une menace pour la région. » Et nous avons vu une augmentation des attaques avec les engins explosifs improvisés, de plus en plus sophistiqués en termes de comment ils sont fabriqués, etc. Et nous avons aussi noté qu'il y a des formateurs qui viennent justement de ces pays que vous avez cités et qui sont, on va dire, en train de former d'autres à
l'utilisation ou en tout cas la fabrication d'engins explosifs improvisés. Nous avons aussi constaté une augmentation des réclamations des attaques sur le territoire congolais par l'État islamique, si je ne m'abuse. Et ça, c'est un phénomène que nous avons noté et communiqué au Conseil de sécurité. Et nous avons aussi des informations qui confirment non seulement les recrutements dans différents pays, mais aussi les sources de financement qui transitent par différents pays et qui arrivent donc aux ADF. Donc, je ne peux pas aller plus en détail parce que après ça devient un peu compliqué, mais je peux vous dire que nous avons une excellente collaboration entre la MONUSCO, l'Agence nationale de renseignement et les FARDC sur cette question. Et j'espère que pendant la concomitance où on est en train de s'occuper de M23, qu'on n'oublie pas que ADF est absolument terrible dans les exactions aussi commises contre les populations. Comme Madame la représentante l'a dit, il n'y a pas de schéma particulier dont on a besoin aujourd'hui pour prouver que les ADF, ils ont d'ailleurs publiquement déclaré fait allégeance à Daesh. Et d'ailleurs, il y a plusieurs 2017. attentats, plusieurs attentats qui ont été faits, qui ont été revendiqués. C'est tentaculaire. Vous avez vu l'attentat qui a eu lieu il y a quelques jours en Ouganda. Je crois aussi, là, on disait que c'est l'œuvre des ADF. Mais ici, il faut noter, et c'est dans les modus operandi, parce que c'est des terroristes. L'objectif, c'est de poser des actes de terreur sur lesquels ils font des grosses publicités. Mais la vérité, c'est qu'il y a eu, avec les opérations conjointes menées avec les UPDF, de progrès, notamment dans les bastions respectifs où ils s'étaient trouvés. Donc, tous les sites qui étaient identifiés comme de repères, de centres de formation ayant été détruits, et les terroristes, dans leur terreur, lorsqu'ils sont attaqués, lorsqu'ils sont acculés, la riposte, et c'est sur la population qui se déchaîne. Et donc, c'est une menace qui est bien prise en compte et pour laquelle le gouvernement, d'ailleurs, continue de travailler. La collaboration avec l'armée ougandaise continue parce que, malheureusement, c'est des groupes terroristes qui peuvent opérer parfois de manière isolée. C'est toujours un peu difficile à retracer, mais l'objectif est que les ADF seront des faits. Les gouvernements sont convaincus de cela et nous allons y travailler pour continuer, y compris d'ailleurs avec la MONUSCO, parce qu'il faut toujours arriver à échanger des renseignements à ce niveau-là. Sur votre deuxième question, je note d'abord, premièrement, que la situation aujourd'hui à Kwamouth a connu une évolution positive. J'ai discuté encore avec des collègues du gouvernement avant cet exercice. La situation est calme, les activités champêtres ont repris. Les gens vont à l'église, à l'école, la circulation a repris. D'ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, avait fait le tour sur place et qui a évidemment de menaces qui subsistent, notamment dans la périphérie de Kinshasa et pour lequel l'armée et la police se sont déployés pour arriver à mettre fin à cette situation. Les Mobondo, dans ce qui est rapporté, c'est des membres de communautés locales, un conflit de terre, un conflit d'essence coutumière, et qui a pris des proportions qui sont celles qu'ils ont prises aujourd'hui, que tout le monde déplorant. Mais je ne voudrais pas anticiper sur le travail qui est fait notamment par l'auditorat militaire de l'armée, qui pourra, le moment venu, et vous vous souvenez que nous avons déjà eu un briefing spécial sur cette question avec le vice-ministre de l'Intérieur qui était chargé particulièrement du suivi. Et donc, dans les jours qui viennent, parce qu'on parle de l'organisation d'un forum avec les différentes communautés pour voir comment on apporte une réponse politique, une réponse sociale, une réponse humanitaire à la situation. Nous pourrons revenir ici pour aller dans un peu plus de détails sur ces sujets qui est en cours encore des traitements par les forces de sécurité. On va prendre la question de Félix Matuidi et puis ce sera Jacques Moulouba. Et on doit terminer dans 10 minutes. Donc, je souhaite que vos questions soient brèves. Merci pour la parole. J'ai deux questions. La première, ça concerne Mme Bintou Keïta. S'il fallait encore pour la MONUSCO de revenir un jour au Congo, ça sera sous quel format et avec quelle ambition? Et aussi, est-ce que la MONUSCO a appris de ses erreurs en RDC?
Concernant les porte-parole du gouvernement, l'occupation de Bunagana a totalisé 1 année et quelques jours, depuis que le M23 a occupé cette partie du pays. Maintenant, la question se pose, est-ce que devons-nous attendre l'arrivée des troupes de la SADC pour que cette localité revienne à la partie congolaise? Non, pas du tout. Nous sommes, vous savez, ces questions, nous le traitons, c'est des questions qui sont très sensibles. Et vous avez vu que le vice-premier ministre, ministre de la Défense, s'est rendu sur place et qui a, notamment dans le cadre des dernières réunions qui ont eu lieu à Bujumbura et à Luanda, on a parlé de Rumangabo. Il y a des visites qui sont prévues sur site. Le VPM qui était sur place, je ne voudrais pas anticiper sur les conclusions de ce qui a été dit. Vous le saurez peut-être dans la semaine. Mais nous avons des avancées qui sont en cours et les moments venus, on va les annoncer. Ici, nous ne voulons pas aller dans les... comment dire, pour de besoins, par exemple, de raconter des choses ou de dire des choses. Ici, nous travaillons à trouver des solutions dans la durée pour un problème qui se pose depuis bien longtemps. Ici, le gouvernement travaille pour que toutes les zones qui étaient sous administration M23 puissent revenir aux autorités locales et c'est dans cette dynamique que nous sommes et ça le sera et ce sera dans les prochains jours, on vous le dira. Madame la représentante est là, elle ne pourra peut-être pas aller dans d'autres détails parce qu'il y a des questions qui requièrent encore une certaine confidentialité, mais nous travaillons étroitement avec la MONUSCO sur ces sujets-là aussi. Voilà. Madame... Peut-être juste de préciser que sur la situation dans le Petit Nord, tel que je le définis, je dis bien, nous avons cette demande formelle du gouvernement congolais pour accompagner le précantonnement de M23 et c'est dans ce contexte qu'il y a cette collaboration, coopération avec toutes les forces, y compris donc les FARDC, pour organiser les visites qui sont nécessaires pour faire le point sur l'état des lieux de où on en est avec Rumangabo en fait. Donc, c'est ce que je peux dire sur cette question. Maintenant, j'espère véritablement, mais vraiment véritablement, qu'une fois qu'on est parti, on n'est pas à revenir. Je crois que, comme je l'ai dit, on doit travailler à notre propre disparition. Mais ça doit être une disparition qui est effective. J'étais très peinée lorsque je suis arrivée en mars 2021 et qu'on m'a expliqué qu'on était parti des Kasaï et qu'on a dû revenir d'Ardar en 2016-2017 parce qu'il y avait le phénomène Kamwina Sapo. Et donc, pour nous, enfin, dans la philosophie de travail des opérations, c'est une fois qu'on est parti, on est parti parce que l'autorité est en charge et l'autorité peut gérer ce qu'il y a à gérer. Alors, vous parlez d'évaluation en termes de est-ce qu'on a appris des erreurs, etc. Toute œuvre humaine peut être améliorée et je suis la première en tant que chef de la mission de dire oui, il y a des choses que nous voyons et nous savons qu'il faut améliorer et nous avons ce que nous appelons des revues régulières avec tous les collaborateurs, pas seulement sur terrain ici, mais aussi avec notre siège et d'autres partenaires pour s'assurer que sur nos performances, et c'est à la fois les performances de la force, mais aussi les performances du côté civil, qu'on a une bonne mise en œuvre du mandat dans les moyens qui sont les nôtres. Parce que ce n'est pas toujours qu'on a tous les moyens, et j'insiste sur ça, mais en tout cas, il y a des évaluations régulières qui sont faites et des leçons qui sont tirées. Et d'ailleurs, une des leçons tirées, et je n'ai aucun crédit à prendre là-dessus, mes prédécesseurs ont travaillé avec les experts congolais sur les leçons tirées des programmes passés de désarmement, démobilisation et réintégration. Et là, nous avons ce magnifique programme, et j'insiste, qui s'appelle le PDD-RCS et qu'il faudrait mettre en œuvre tel qu'il a été conçu avec cet ancrage communautaire le plus rapidement possible. Concomitamment avec la montée en puissance des FARDC et de la PNC, il faut aussi désarmer, démobiliser les groupes armés pour enlever les armes dans les communautés. Et là, je peux dire que moi, j'apprécie le titre d'une initiative phare de l'Union africaine qui est
le programme phare de faire taire les armes sur le continent africain. Et donc, je vais le prendre du continent africain et le mettre sur l'est de la RDC. Et d'ailleurs, sur le programme PDDRCS, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, notamment dans la construction de certains sites. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba suit la question au quotidien. On va prendre la question de Jacques Moulouba, mais on terminera par Jacques-Yves Moulima des radios Capi. Ce serait un crime de ne pas donner la parole à la radio de la mission. Allez-y rapidement. Vous pouvez avancer, comme ça on prendra vos deux questions en même temps et on y répondra. Allez-y, Jacques. Merci, je m'adresse à Mme Keïta. Madame, bien avant M. Lacroix, il y avait une délégation des ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité qui avaient séjourné en République démocratique du Congo. Ils ont été à l'Est, ils ont constaté ce qui se passe, mais à leur retour, ils ont préconisé une solution politique par rapport à la guerre qui sévit à l'Est. Deuxième élément, si je dois me référer à un cadre des Nations Unies qui a dit que les armes utilisées par le M23 étaient très sophistiquées par rapport à ce que vous savez, j'ai fini, j'en arrive. Non, ce que je veux dire, ce n'est pas un cadre, c'est... Oui. Merci beaucoup. Alors, la question est toute simple. Si on doit prendre en compte tous ces éléments, vous préconisez la solution politique alors que le gouvernement congolais a refusé tout dialogue, se retrouver sur une même table avec le M23 pour discuter de la question de sécurité. Alors, la question est toute simple. Pourquoi la MONUSCO est aujourd'hui pro-M23? Ou pourquoi vous donnez l'impression de soutenir ou bien, d'une certaine manière, d'encadrer le point de vue du M23? Est-ce que c'est puisque les populations locales vous demandent de partir que vous agissez ainsi ou quelle est la vraie raison? Merci. Madame, vous pouvez y répondre directement. Oui, alors là, je crois qu'il y a tellement de supposés. C'est une question à tiroir avec déjà ce que j'appelle des jugements qui ont été faits, des qualifications qui ont été faites. Je voudrais juste rappeler que, encore une fois, il existe un très beau cadre dans ce pays qui s'appelle le PDDRCS. Et le PDDRCS, vous suivez toutes nos communications, disent très clairement, et c'est dans notre mandat, c'est ce que nous voulons mettre en œuvre, où il n'y a ni amnistie et il n'y a pas non plus de réintégration automatique dans les forces de sécurité. Premier point. Deuxième point, les aspects de collusion, entre guillemets, que vous mentionnez avec le M23, je peux vous assurer que dès le départ, nous, on a eu des attaques directes du M23. Et donc, comment est-ce que de ces attaques directes du M23 sur nous et de l'environnement, on peut passer à penser que nous avons un autre cadre avec le M23? Personnellement, je ne comprends pas et je ne vois pas la rationalité dans ça. Mais ça, c'est ma perception. Ensuite, sur la question de la visite du Conseil de sécurité qui s'est déroulée du 9 au 12 mars, j'ai accompagné donc la délégation. Très clairement, on a deux processus qui encadrent cette situation à l'est et notamment au nord Kivu. On a le processus de Luanda et on a le processus de Nairobi. Donc, lorsque l'on parle de mise en œuvre de ces processus, on ne va pas les jeter. Ils ont été mis en place par des chefs d'État qui sont des sages et qui ont dit voilà comment on va accompagner, et le traitement particulier avec la communication du 23 novembre dont je vous ai parlé, qui est le communiqué de Luanda du 23 novembre, qui montre comment on doit gérer la question du M23. Et je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a 8-9 points, si ma mémoire est correcte, de comment on doit le faire. Et toutes les autres réunions qui se sont passées par la suite n'ont fait que reprendre la question de, cessez-le-feu, qui tient depuis le 7, qui a été mis en place pour le 7 mars, juste pendant la période où était la délégation visitait le pays, et qui en fait a commencé à se mettre en place plus ou moins vers le 12-13 mars, si je ne me trompe, et qui, bon an, mal an, tient
on est en tout cas, au moins, en tout cas, des confrontations directes entre le M23 et l'armée congolaise. Il y a d'autres types d'attaques entre le M23 et d'autres groupes sur terrain, mais les progrès, et je pense que c'est comme ça que je veux le dire, c'est qu'il y a quand même malgré tout des progrès. Il y a des décisions qui ont été faites par rapport à l'administration civile qui doit intégrer les zones où auparavant se trouvait M23. Donc moi, personnellement, bon, je prends note de tout ce que vous avez dit, mais je m'interroge sur la rationalité de certaines de ces jugements. Je veux vous rassurer parce que vous avez évoqué le communiqué du 23 novembre 2022 et lorsque vous les lisez, il est clairement dit cessation d'hostilité et arrêt, cessation d'hostilité et en particulier des attaques du M23 et la MONUSCO. Des attaques du M23 contre les FARDC et la MONUSCO. Et donc ici, je reviens encore sur le caractère terroriste du M23. Et d'ailleurs, vous avez vu que sur les fronts judiciaires, nous avons eu de progrès parce que les M23 attaquent les casques bleus. Je ne suis pas juriste, mais je crois que c'est parmi les crimes qui sont proscrits. Et nous espérons que quand la justice sévira, elle sévira de manière forte pour éviter justement la répétitivité de ces types de confrontations. On va prendre la dernière question de Jacques-Yves Moniba, de Radio Capi, Radio Onusienne. Dans la transition, si j'hériterai de vous, je ne sais pas ce que je ferai de vous, vous serez la RTNC 3, 4, 5, mais bon, ce sera un bon sujet parce qu'on aimerait quand même que l'outil Okapi continue de travailler. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Ma question s'adresse exactement à vous. Okay. Nous parlons de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous savons qu'il y a les troupes de l'EAC sur le terrain. Bientôt, la SADC pourrait aussi être là. Ces troupes, selon les accords avec le gouvernement congolais, devraient occuper les positions laissées par le M23 et permettre la circulation de la population. Nous travaillons pour la population. Et depuis lors, on voit encore les barrières de M23 à Bunagana, par exemple. Et que fait le gouvernement? Est-ce que cette partie échappe à l'autorité du pays parce qu'il y a encore des barrières, la population ne passe pas, et puis on ne sait rien? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, je reviens sur le départ de la MONUSCO, ça nous concerne, comme vous l'avez dit. Le gouvernement tient au départ de la MONUSCO. On a même dit la transition accélérée. Dans un de vos tweets, vous avez dit il y a quelques jours que dans 6 mois, on pouvait partir. Bon, peut-être qu'il y a des arrangements maintenant avec le gouvernement. Le petit peuple là veut comprendre, c'est dans combien de temps? Ceux qui sont à Arua, Mahagi, 6 mois, une année? Non, je veux vous rassurer tout de suite parce que vous évoquez un tweet. Il faut regarder les tweets, que j'ai faits, moi, personnellement. Il faut éviter de tomber justement dans cette fixation autour de dates. Parce que vous savez, nous, c'était les 23 juin, tout s'arrête. Je vous épargne des chapitres que nous avons connus par les passés avec les différents processus. Ici, il y a un horizon qui a été donné. Nous supposons, ceux qui parlent des 6 mois par exemple, ils ont raison de le dire parce qu'ils estiment que si les élections se tiennent le 20 décembre, le 31 décembre, Madame nous a expliqué que ça s'est allé sur année, on peut dire que c'est fini. Oui, mais ici, lorsque le président de la République donne cet horizon, parce que le travail à faire est un travail complexe, qui fait l'objet des réunions des experts, de réunions ministérielles, de réunions de haut niveau qui font même voyager le secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix. Donc, c'est des questions qui sont d'une grande sensibilité. Ici, nous avons donné une réponse à notre population qui veut les départs de la MONUSCO nous-mêmes, parce que nous pensons que nous allons reprendre, nous travaillons à reprendre le rôle régalien qui est le nôtre, mais en même temps, nous devons donner un message à la communauté internationale qui s'est mobilisée à travers la MONUSCO pour être d'un appui aux côtés de nos populations, même si on n'est pas content, on n'est pas toujours content de ce qui a été fait, mais il y avait au moins cette solidarité internationale qui a été exprimée dans ces cadres. C'est pour ça que pour le président de la République et pour le gouvernement, la sortie doit être une sortie civilisée et structurée. Parce qu'au-delà de tout, il y aura des besoins qui vont subsister, qui pourront être couverts par les agences des Nations Unies. Et tout ça, ce sont des questions que nous discutons. Donc il faut ici regarder la perspective des sorties
l'évolution du plan, et le reste, ça se déterminera au fur et à mesure de progrès que nous allons réaliser, et surtout qu'il y a d'autres tâches qui sont dévolues à la mission. Mais bon, pour ce qui concerne Radio Okapi, nous aurons une conversation spéciale. Pour revenir alors à la première partie de votre question, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba est descendu sur place. Il a eu des réunions. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne voudrais pas aller dans certains détails des questions qui sont encore en cours de traitement, qui peuvent être d'une extrême sensibilité, mais c'est justement parce que ces préoccupations, nous sommes le premier à les partager, nous, gouvernement. Nous avions eu une difficulté avec la force régionale, nous l'avons exprimé. Et vous avez vu que le Kenya a remplacé le général Nyaga qui était là, parce qu'on en a noté cette forme de connivence entre les M23 et la force régionale. C'est clair, il y a des images qui sont documentées. Je parle en présence de la représentante spéciale. Et nous, comme gouvernement, on a estimé que ce n'était pas le cas. Mais plus tard, parce que nous sommes membres d'une communauté, lorsqu'il y a des problèmes, il faut les aborder. Vous avez vu M. Matouki venir ici à Kinshasa, le secrétaire général de l'EAC, Eastern African Community, je tombe dans les mots français. Communauté de l'Afrique de l'Est, voilà. Vous avez vu le secrétaire général venir ici à la rencontre des autorités congolaises parce que nous devions discuter. Et le président de la République, au cours de la réunion qu'il a eue justement, parce qu'il est le président en exercice de la SADC, la question a été abordée parce qu'il est hors des questions de garder la République démocratique du Congo dans cette situation qui finalement ne profite à personne parce qu'il y a des perspectives de développement. SADC, EAC, nous tous, nous voulons faire d'économies pour faciliter les échanges entre les populations. Il y a eu la réunion de Bujumbura où le gouvernement a concédé d'ailleurs 3 mois en plus parce que l'EAC veut rattraper son erreur. On verra ce que ça va donner, mais en tous les cas, les dispositions sont prises pour que nous puissions avancer sur du concret. Pour ce qui concerne la force de la SADC, je pense qu'il y a une réunion qui est prévue le 23 à Luanda, où mon collègue des Affaires étrangères va participer, pour que toutes ces initiatives, SADC, Force régionale, MONUSCO, je ne sais pas si vous serez associé à la réunion, pour que nous puissions discuter de comment ça s'opère sur terrain. Ici, l'objectif principal, c'est le retour de la paix, le retour de populations congolaises dans leur région d'origine, parce qu'ils doivent voter et parce que nous avons besoin de paix pour continuer les efforts de développement et de reconstruction de notre pays. Et donc, sur ces sujets-là, nous reviendrons évidemment dessus sur des exercices plus approfondis, comme nous les faisons, dès que nous aurons suffisamment d'éléments pour les étayer. Je pense que, Madame la représentante, c'était un peu long, mais c'était nécessaire de faire cet exercice de redevabilité. C'est toujours important de donner cette opinion. Je voudrais vous passer la parole pour le mot de la fin, pour votre conclusion. Pour ce soir. Écoutez, pour moi, le mot de la fin, c'est tous les jours, je vais me coucher en pensant aux personnes que je vois à l'Est régulièrement dans mes tournées, qui sont mutilées, qui sont traumatisées et qui ont des attentes énormes par rapport à ce que la MONUSCO peut faire, mais aussi ce que la communauté internationale peut faire et ce que le gouvernement peut faire. Donc dans cette vision des regards de femmes, de jeunes, d'enfants, la question c'est quelle est l'action qui au plus vite va amener à la cessation de toute cette souffrance que nous voyons. Et pour moi, c'est la restauration, c'est arriver à la paix et que ce soit une paix qui permettent une coexistence et une cohésion nationale et aussi une solidarité nationale. Je vais vous surprendre parce que le 17 mai, j'étais à Calais. Et lorsque j'étais à Calais, que je suis revenue, c'était un mercredi, je suis revenue un samedi à Kinshasa. Et des gens m'ont demandé, on vous a vu à l'Est, où est-ce que vous étiez? J'ai dit, j'étais à Calais. Monsieur le ministre, vous me croirez si vous voulez. Les gens m'ont demandé, c'est où Calais?
Et qu'est-ce qui s'est passé à Calais? Donc, trouver une connectivité entre le centre et l'Est d'une manière quotidienne, ça c'est un défi que je vois. Et je me dis, il faut qu'on arrive à ce que ni les uns en Ituri se sentent abandonnés, parce que c'est un peu souvent ce qu'on entend, ni ceux qui sont au sud Kivu, ni ceux qui sont aussi au nord Kivu. Et je crois que maintenant, on voit beaucoup d'initiatives et beaucoup d'efforts et beaucoup d'autorités qui se déplacent et vont à l'Est. Et je pense qu'il faut continuer parce qu'il faut que la population, elle sente que vraiment... Et d'ailleurs, parce que nous parlons de cette partie du pays, aujourd'hui, le Premier ministre chef du gouvernement a lancé les travaux préparatoires à la tenue de la table ronde sur la réqualification de l'état de siège. Le Premier ministre lui-même, qui a été à Calais aussi, qui a été dans cette partie du pays il y a quelques jours pour faire l'évaluation de la situation et voir comment le gouvernement apporte sa réponse dans tout ce qui se passe. Évidemment, c'est des problèmes qui datent de plusieurs années. C'est pour ça que nous mettons beaucoup d'énergie à terminer cette question de la guerre à l'Est, parce que c'est la problématique principale. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans les sites des déplacés, les camps des déplacés, il y a des questions qui sont difficiles, notamment toutes... on entend autour de violences sexuelles, etc. Et d'ailleurs, à propos, le vice-premier ministre de la Défense a mis en place une commission d'enquête parce que nous avions lu des rapports à ces sujets. Je discutais avec les gouverneurs d'Ima cet après-midi, qui a même mis un poste avancé de la police autour de sites pour essayer de surveiller tous ces mauvais comportements. Mais l'idée ici, c'est de dire qu'il faut soutenir l'action du gouvernement pour le retour rapide de la paix dans cette partie du pays. Je pense que le retour de la paix, la résolution de cette question de l'agression nous permettra de régler la cause immédiate en attendant de nous attaquer aux autres causes qui requièrent évidemment une action forte du gouvernement et nous y attelons. Voilà, Madame la représentante, je vous remercie d'avoir participé à cet exercice. J'espère que nous avons apporté des réponses claires, d'abord en termes de partenariat qui existe entre le gouvernement et la MONUSCO. Il y a évidemment des points de désaccord qui peuvent exister, mais ici, ensemble, nous sommes accordés sur l'essentiel de ce que doit être le plan de sortie, de ce que doit être le rôle de la MONUSCO dans les différents processus de paix. Nous les avons expliqués ici et nous pourrons évidemment revenir prochainement avec d'autres détails si cela le requiert. J'espère que vous serez disponible, ou Hassim Diane, qui est représentant de la MONUSCO à Goma, votre adjoint, qui a déjà participé à cet exercice, pourra aussi revenir pour donner l'information la bonne. Bonne soirée chez vous et merci à vous de votre participation. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Et bonne soirée à tous. Merci.